Bonsoir à tous. Vous avez tous en tête l'image, le sourire de cette jeune Française disparue au Japon l'été dernier. Voilà très exactement 6 mois et 2 jours que l'on est sans nouvelles de Tiphaine Véron. Elle est l'une de ces 19 000 adultes qui disparaissent chaque année. Mais derrière ce chiffre, il y a des disparitions mystérieuses, d'autres qui sont voulues et assumées. Et c'est de tout cela dont on vous parle ce soir. Comment j'ai quitté les miens, c'est le titre de ce nouveau numéro de Complément d'enquête. Quand un proche qui vous aime, que vous voyez tous les jours, disparaît sans donner aucune explication, pour moi, c'est une forme de trahison. Mais si un jour j'ai à le revoir, je serai super content. Et je voudrais vraiment rattraper ces années de perdu avec lui. Lui montrer, voilà, ton fils a eu son diplôme. Il a eu des copines, il a été jeune, il a fait des bêtises aussi, mais comme tout jeune, tout ça, voilà, j'aurais aimé qu'il me voie grandir. Mais je me dis que si un jour je peux le revoir, je le prendrai dans mes bras et je lui raconterai tout ça. Vous venez d'entendre ce témoignage poignant de ce jeune homme qui continue d'écrire à son père disparu depuis plusieurs années dans l'espoir de pouvoir le retrouver un jour. On a consacré l'une de nos 3 enquêtes à ces disparitions volontaires et vous entendrez même le témoignage de quelqu'un qui a disparu depuis plusieurs années et qui témoigne donc dans notre émission de ce soir. Pour réaliser cette émission, on s'est installé ici à l'intérieur de ce tunnel, symbole de la fuite mais aussi de l'espoir. L'une de nos 3 enquêtes sera consacrée aux disparus d'Alzheimer. C'est un nouveau phénomène qui inquiète beaucoup les autorités. Comment fait-on aujourd'hui pour lutter contre cette forme de disparition inconsciente? Mais pour commencer cette émission, on va s'intéresser à Tiphaine Véron, une jeune femme de 36 ans, passionnée de culture japonaise, célibataire et qui avait de longue date prévu un voyage au Japon. Mais voilà, depuis le 29 juillet dernier, on est absolument sans aucune nouvelle d'elle. Alors sa famille a décidé de mener l'enquête, sa maman, sa sœur, son frère, et nous les avons accompagnés, nous les avons suivis dans leurs doutes, dans leurs espoirs, aussi bien ici en France qu'au Japon. Voici cette enquête, elle est signée Nathalie Sapena, Valérie Lucas et Fred Prigent. Au Japon, on les appelle les Johatsu, les évaporés. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui disparaissent volontairement pour fuir chômage, dette et déshonneur. Ces évaporés sont un tabou dans la société nippone. Personne ne les recherche, ni la police, ni les familles. Au pays des disparitions, 2 Français s'acharnent à retrouver leur sœur Tiphaine. Elle s'est volatilisée en juillet dernier, 2 jours après être arrivée au Japon. Lui là, c'est pas celui-ci? Ce soir-là, Damien et Sybille cherchent l'hôtel où elle a passé sa première nuit en arrivant dans la mégalopole de Tokyo. Il y a de la lumière à l'intérieur. Ah mais non, mais si, il y a des travaux. Ah oui, ils refont, oui. Putain, fais chier. Putain, il aurait fallu appeler. Ah mais non, on peut pas rentrer? Ah, je crois qu'elle est là, l'entrée. Okay. Depuis 5 mois, ils n'ont pas le moindre début de piste sur ce qui est arrivé à Tiphaine. Bah, il y a des gens, hein. Ouais, mais c'est fermé. Ouais, il est tard, en fait, s'ils travaillent pas. Le frère et la sœur espèrent questionner l'employé de l'hôtel qui a accueilli Tiphaine le soir de son arrivée. Excusez-moi. Notre traducteur vient à leur rescousse. Konnichiwa. Ah, Konnichiwa. Ouais, ça doit être hyper agressif pour lui. Non, ça veut dire allô. Konnichiwa. Vous avez réservé ce soir? Non, non. Mais est-ce que vous connaissez Tiphaine Véron? C'est la Française qui a disparu de la ville de Nikko,
en juillet dernier. Ah oui, c'était il y a longtemps. Elle est venue ici, mais je n'étais pas au travail ce soir-là. Et en fait, on voulait parler à la femme qui a reçu Tiffen. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Je ne sais pas quand elle vient. Il faudrait l'appeler demain. Merci beaucoup. Vraiment désolée. Arigatou gozaimasu. Face au néant de l'enquête policière, le moindre indice aurait été bon à prendre. C'est un peu glauque pour nous. Enfin, il y a plein d'endroits au Japon qui paraissent un peu glauques parfois. Mais là, on se dit, peut-être s'il y a quelque chose de malveillant qui lui est arrivé, peut-être que c'est parti d'ici. Moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'elle est vivante quelque part, mais alors dans quel état, voilà. Mais c'est... Qu'est-il arrivé à Tiffen Véron? Une jeune femme de 36 ans, auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants handicapés à Poitiers, partie en vacances au Japon. Elle voyage seule. Le 29 juillet, elle est à Nikko, une ville touristique au nord de Tokyo. C'est un lendemain de typhon, le temps est chaud et humide. Elle quitte son hôtel en milieu de matinée, on ne la reverra plus. Elle est de taille moyenne, 1,65 m. Ses cheveux châtains sont longs, jusqu'aux épaules. Tiffen souffre d'une maladie qui provoque des évanouissements. Elle est épileptique. Aurait-elle fait une crise? Aurait-elle chuté dans un ravin ou dans la rivière, très haute ce jour-là? La police ratisse les environs. On recherche même en dehors des sentiers classiques, là où les touristes ne vont pas d'habitude. Les frères et sœurs de Tiffen participent aux fouilles. Ils distribuent des centaines d'avis de recherche, lancent des appels désespérés à la télé. Cinq mois plus tard, le mystère reste total. Est-ce un accident ou un crime? Damien et Sybille pointent les négligences de l'enquête. Ils en sont convaincus, leur sœur a été enlevée et ils ne comprennent pas pourquoi la police n'explore pas cette voie. Leur combat désormais, savoir enfin ce qui est arrivé à Tiffen. À 10 000 km du Japon, à Poitiers, la vie s'est figée dans la maison familiale. Bonjour. Bonjour, mon Damien. Ça va? Ouais, toi? Dans la fratrie, Tiffen est la cadette, juste après Damien. Sybille et Stanislas sont les deux plus jeunes. Anne ressasse sans arrêt les derniers instants connus de sa fille. Oui, elle arrive de Tokyo. Elle prend le train entre Tokyo et Nikko. On voit, et moi ça m'émeut à chaque fois parce qu'on voit qu'elle est heureuse, elle est contente, elle est vraiment contente. Elle prend des photos, elle nous envoie des vidéos. Elle est enfin arrivée et elle va enfin savourer son voyage. Ce 28 juillet, Tiffen découvre Nikko avec émerveillement. Elle envoie des vidéos à sa famille, des photos à chaque étape de son périple, des messages enthousiastes. L'ultime trace d'elle, c'est cette photo prise à l'hôtel, 1 heure avant sa disparition. C'est elle au petit déjeuner. Et c'est un touriste qui a pris cette photo et c'est très émouvant de la voir. Voilà, on sait que c'est sa première journée de tourisme qui va commencer. Vous les scrutez beaucoup, ces photos? Oui, bien sûr, parce que c'est la seule chose palpable qu'on a d'elle au Japon. Et que c'est concret parce que, au point que s'il n'y avait pas ces photos, on pourrait même se demander si elle avait vraiment été réellement présente à Nikko. Oui, comme sa disparition, elle est complètement abstraite, elle est surréaliste, elle est étrange.
Anne a toujours été très proche de sa fille, y compris géographiquement. Elle vivait à 50 mètres de chez Tiphaine, toujours présente en cas de crise d'épilepsie. S'il lui arrivait quelque chose, si on n'avait pas de nouvelles, on a son double et on peut tout de suite intervenir et appeler le SAMU. C'est bon. Mais depuis quelques années, Tiphaine allait mieux. Elle menait une vie normale, entre son travail auprès des enfants handicapés et ses passions. Célibataire, elle avait l'habitude de voyager seule. Chez elle, rien n'a bougé depuis son départ. Ben là, on voit là, ses réserves de médicaments, le traitement qu'elle prend, on voit qu'elle en avait pris beaucoup en partant, je m'en souviens. Et là, elle avait fait des inscriptions en japonais sur le médicament. Elle apprenait à écrire le japonais. Elle savait l'écrire. Il y a beaucoup de... Elle apprenait toute seule? Oui. C'est elle qui d'elle-même s'est mise au russe et au japonais. Une jeune femme cultivée, excellente pianiste, diplômée en psychologie et en histoire de l'art. Ça, c'est un paravent qu'elle a fait. Elle était musicienne, artiste, puis un petit côté pop aussi original. C'était dans sa personnalité, c'était voilà, ce petit côté pop. En France, une instruction a été ouverte pour enlèvement et séquestration. Avec leur avocate, les Véron écument les réseaux sociaux en quête d'indices, comme cette fois où ils ont vraiment cru distinguer Tiphaine sur une photo Instagram prise le jour de sa disparition. C'est vrai que maintenant... On a ici nombre bleu qui pourrait correspondre au poncho avec lequel elle pouvait se déplacer en cas de grande pluie. On peut imaginer que c'est Tiphaine. On voit le front, elle a un front assez grand. On peut l'imaginer, les yeux, les bras, le poncho. Enfin, c'était pas impensable de penser que ça pouvait être Tiphaine. Hein. On s'est rendu compte que c'était une voiture, tout simplement. Mais pire que les faux espoirs, il y a le fossé culturel. Au Japon, la police n'a pas l'habitude de communiquer avec les familles. Les informations sont aussi assez confuses, sont floues. Parfois, les questions... Alors moi, je vois les rapports, les comptes rendus plutôt de ces réunions, où une question est posée, on a l'impression que le retour de la réponse est complètement à côté, n'est pas du tout le même. Donc vraiment, notre espoir, c'est la police judiciaire de Poitiers puisse aller là-bas et qu'il puisse y avoir enfin un dialogue concret entre les deux. Attention. En ce mois de décembre, 5 mois après la disparition de leur sœur, Sybille et Damien repartent au Japon, déterminés à maintenir la pression sur les enquêteurs et à les rencontrer. Ils ont pris une semaine sur leurs vacances, sur leurs études. C'est la H18. Sybille est journaliste. Damien, en reconversion professionnelle, fait un master de paysagiste. Mince, j'ai pas vu où on était. Non, 17, c'est la prochaine. Allez. Des nuits blanches, des heures d'avion, de métro, de train. C'est juste, j'ai les numéros, c'est 262. Un pèlerinage douloureux. Être à Nikko, c'est être proche de Tiphaine. Donc si on n'est pas à Nikko, on est vraiment loin d'elle. Donc il y a notre train qui arrive. Leur espoir, obtenir que les policiers déclenchent de nouvelles recherches. Ça va, regarde la rivière, on va pouvoir voir. Tu vois, regarde, c'est beaucoup moins dense. On voit que la végétation a changé. En termes de visibilité, là, des survols en hélicoptère, c'est vraiment le moment idéal. Le parcours leur est familier. C'est leur 3e voyage à Nikko. Damien y a déjà passé 2 mois à arpenter les sentiers et les rivages. Ah non, en fait, ça me fait mal. Je suis trop malade pour la cigarette. J'ai envie d'y aller, là. Ça me saoule d'être là. 2 secondes, Sybille, tu peux être patiente. Ouais. S'il te plaît. Chaque fois que je regarde cette montagne, même si on a été partout, je me dis que peut-être là-bas, Enfin, on se rend compte qu'il y a encore des milliers d'endroits à aller voir et... La police a retracé le trajet de Tiphaine la veille de sa disparition dans cette petite ville de montagne, célèbre pour ses sanctuaires et assaillie de touristes l'été. Elle débarque à la gare le samedi après-midi, comme l'atteste la vidéosurveillance.
Puis elle se balade, fait quelques achats dans une supérette. À l'écart du centre touristique, elle opte pour cet hôtel calme. Une chambre au rez-de-chaussée. Le lendemain matin, elle prend son petit déjeuner dans la salle commune. Un client la photographie par hasard. C'est la dernière image connue de Tiphaine. Après, c'est le trou noir. Donc le propriétaire de l'hôtel l'a vu partir en milieu de matinée. Son téléphone, enfin on a récupéré quelques données de son téléphone jusqu'en milieu de matinée et on n'a rien d'autre. Donc on aimerait juste savoir si elle est partie par la gauche, par la droite. Vers la droite, ce sont les célèbres sanctuaires de Nikko. Tiphaine s'est-elle éloignée des sentiers battus pour aller visiter ce temple, le plus isolé au cœur de la forêt. En tout cas, ce dimanche, elle n'apparaît sur aucune vidéosurveillance. C'est typiquement le genre de sculpture qu'elle aurait pris en photo, Tiphaine, si elle est venue là. Bah regarde, il y a une voiture bleue. Mais t'as raison. Merde, elle s'en va. Je voulais prendre une photo de la plaque. Merde, attends. Ouais, c'est trop tard. Mais c'est une femme et des enfants. Putain, c'est trop tard. Si t'as des bons yeux, je veux bien que tu enregistres la plaque. Sybille et Damien croient reconnaître la voiture bleue qui a été photographiée à cet endroit le jour où Tiphaine a disparu. Donc ça aurait été intéressant d'avoir son immatriculation. Mais moi, je peux voir une femme et un enfant. Enfin, ça aurait pu être intéressant de leur poser des questions. Trop tard. Peut-être que ça semble obsessionnel, mais c'est juste que bon, bah, on n'est pas enquêteur, mais on essaie au moins d'éliminer les doutes un maximum. C'est un endroit magnifique, mais qui est aussi effrayant, parce que vous êtes très vite essolé. Là, on le voit, on est tout seul. Il y a une route en plus qui n'est pas du tout empruntée. Donc là, c'est très facile d'emmener quelqu'un et de le kidnapper ici. Enfin... Pour eux, l'endroit est aussi effrayant à cause de ce panneau d'alerte. Dans ces parages, sévit un homme qui se fait passer pour un guide et commet des attouchements sur les visiteuses. Tiphaine aurait pu suivre quelqu'un, elle aurait pu faire confiance. Je pense que dans le contexte du Japon, elle n'arrêtait pas de nous dire il n'y a aucun danger, c'est le pays le plus sûr du monde. Elle a vraiment confiance dans les Japonais. On ne peut pas dire non. Elle est méfiante, mais dans ce contexte-là, elle aurait pu, je pense. Oui, peut-être. Mais les policiers ne croient pas à cette piste. Pour eux, Tiphaine serait plutôt partie à gauche de l'hôtel, le long de la rivière, en direction du site des petites statues, à 5 minutes de marche. Des pierres glissantes, peut-être une crise d'épilepsie, une chute, une noyade. Mais pour Sybille et Damien, il n'y a aucun élément concret qui étaye cette hypothèse. Au fil des mois, ils se sont mis à douter des policiers qui, dans cette bourgade paisible, n'ont aucune expérience des enquêtes criminelles. Focalisés sur la thèse accidentelle, ils auraient bâclé les premières investigations. À commencer par l'hôtel. Le propriétaire est la dernière personne à avoir vu Tiphaine. C'est lui qui a signalé à la police sa disparition le lundi matin. Il ne sait pas qu'il est filmé. Moi-même, j'ai participé aux battues et aux recherches comme pompier volontaire. On n'a trouvé aucun indice. Rien du tout. Et la police n'a pas donné de détails sur la dernière localisation du téléphone de Tiphaine. Elle a juste dit à la famille que c'était dans les environs de l'hôtel. À 11h34, Tiphaine s'est connectée à Internet pour la dernière fois avec son téléphone. Mais où était-elle précisément ? La police de Nikko est toujours incapable de répondre, car elle n'a pas eu accès aux données de géolocalisation de l'opérateur japonais. Incompréhensible pour l'avocate française.
France, un enquêteur qui enquête sur une affaire criminelle. Il a des données à obtenir, il peut les avoir en quelques heures. Il donne le numéro de téléphone et on lui décline des données avec une géolocalisation. Ça s'obtient en quelques heures, ça s'obtient très facilement. Et là, on se retrouve au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on n'a toujours pas de réponse. Autre défaillance, la chambre de Tiphaine n'a pas été placée sous scellé. L'hôtelier l'a nettoyée et relouée aussitôt. Au Japon, les disparitions n'ont pas de qualification pénale, de quoi compliquer le travail des policiers. Ils n'ont pas de possibilité de faire une perquisition forcée. Donc, ils sont obligés d'attendre l'accord du propriétaire des lieux pour aller voir ce qui se passe. C'est ce qu'on fait de base, même si au départ on ne sait pas si c'est criminel ou accidentel. Il faut préserver d'abord les preuves. Et ça semble avoir été fait de façon très maladroite. Ces ratés décuplent l'angoisse de la famille. En quête de décryptage, Sybille et Damien ont fait appel à un ancien policier. Tae Ogawa a passé 30 ans dans une brigade criminelle. Il est aujourd'hui consultant dans les médias. Il a suivi l'affaire depuis le début. Les lacunes de l'enquête lui sautent aux yeux. Il aurait fallu faire tout de suite une enquête de proximité, interroger les voisins, les touristes, car la mémoire s'efface très vite pour des détails qui semblent anodins. La police a pu passer à côté d'un témoignage capital. En fait, elle a vraiment commencé à travailler quand la famille est arrivée, bien trop tard. C'est ce retard à l'allumage qui est la cause du ratage de l'enquête. Dans les affaires de Tiphaine, les policiers ont retrouvé son programme, la liste de tout ce qu'elle voulait visiter, temples, sanctuaires, musées. Une pièce importante du dossier qui, selon Tae Ogawa, permet d'emblée d'écarter une première thèse. Elle avait rédigé un planning tellement minutieux. Il suffit de le regarder. Quelqu'un qui planifie son voyage à ce point dans les moindres détails n'a pas l'intention de disparaître. C'est sûr à 100%. On est d'accord avec vous. Donc je raye cette hypothèse. Mais ça pourrait être un enlèvement. Oui, pour moi c'est un acte criminel. Mais je pense qu'elle n'a pas été tuée. Mais moi non plus, je pense ça. Non mais moi j'en suis sûre qu'elle est séquestrée quelque part. Pour relancer une enquête aujourd'hui au point mort, Sybille et ses frères sont prêts à déplacer des montagnes. Pétitions, cagnottes, marche de l'espoir à Poitiers. Des pétitions sont disponibles, signez-les, on va ensuite les présenter à l'Élysée. C'est une façon vraiment que notre voix soit entendue et que les choses avancent et qu'on sache enfin ce qui s'est passé. Tout faire pour ne pas oublier Tiphaine. Sybille interpelle même le président Macron dans la cour de l'Élysée, le jour où il reçoit le Premier ministre japonais. Monsieur le Président, je suis la sœur de Tiphaine Véron, disparue au Japon. S'il vous plaît. Nous allons l'évoquer, mais dans un cadre approprié. Ils m'ont tous les deux, chacun à leur tour, ils m'ont garanti qu'ils étaient vraiment penchés sur ce dossier, qu'ils allaient vérifier en France et au Japon où en est l'enquête. Son culot paye. 12 jours plus tard, le 26 octobre, une fouille d'ampleur est organisée à Nikko, en présence de Damien. C'est un événement médiatique. La police a mis les grands moyens, 60 hommes, un hélicoptère. Mais pour Damien, c'est encore un coup d'épée dans l'eau. Je suis pas expert, mais par contre, s'il y a les tombées, s'il y a un corps, c'est pas là, quoi. Ici, c'est la zone des plongeurs, des pêcheurs. Tu vois, des gens se promènent, ils font du golf. Enfin, je veux dire, c'était un corps ici, il y a longtemps qu'il aurait été vu. Hein. C'est un coup de com'? Pour l'instant, ça y ressemble. Mais s'ils étendent leurs recherches et qu'ils vont vraiment loin, on voit qu'ils vont loin en hélicoptère. Mais ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est des fouilles sur le rivage. Pour l'instant, je suis un peu agacé. Ouais. Depuis, il n'y a pas eu d'autres recherches. Mais quel que soit leur grief, Sybille et Damien savent que la police de Nikko reste leur dernier recours.
Ce jour-là, au commissariat de Nico, l'ambassadeur de France en personne fait le déplacement. Il leur a obtenu un rendez-vous avec les policiers, une faveur exceptionnelle. Attends-moi, Sibylle. Mais vite alors, j'en ai marre d'attendre. Sibylle est particulièrement stressée. Faut pas non plus... C'est un rendez-vous qui est hyper important, qui est un peu sous tension, avec beaucoup de protocoles. Donc forcément, c'est quelque chose où il faut vraiment être carré et bien respecter les règles pour que ça se passe bien. La réunion va durer 4 heures et il n'en sortira rien. Pas de nouvelles pistes, pas de nouvelles recherches. Ils sont vidés, abattus. Sibylle n'a même plus la force de nous parler. Sibylle a très mal réagi après cette réunion. Oui, c'est très difficile. Ouais. Je crois que nerveusement, elle avait fait tellement de choses justement avant cette réunion. Elle espérait qu'on puisse obtenir des choses. Eux nous ont montré qu'ils étaient de bonne volonté, qu'ils continuaient à faire des choses. Mais après 5 mois, ne pas savoir où le téléphone a pu borner la dernière fois, enfin, c'est terrible. C'est un sentiment d'échec. Damien et Sibylle doivent retourner à leur vie en France. Mais ils reviendront à Nico, peut-être en mars, à la recherche de Tiphaine. Sibylle et Damien Véron, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes revenus à votre vie en France, comme on le dit à la fin du reportage. J'imagine que c'est un peu compliqué d'être à la fois peut-être un petit peu au Japon dans la tête et en même temps, il y a cette nécessité de reprendre cette vie ici en France, Sibylle. Oui, c'est pas évident parce qu'on aimerait être avec Tiphaine tout le temps, être au Japon tout le temps. Mais de toute manière, on a nos vies de famille, nos métiers. Donc, en fait, au quotidien, on est vite déconnecté. Et de toute façon, c'est nécessaire. Enfin, vraiment, c'est nécessaire d'être dans une activité pour pas être dans l'attente, l'angoisse. Sinon, ce serait trop dur à supporter. Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité parfois, Damien? Oui, tout à fait. Surtout qu'en plus, on est dans une période assez difficile parce qu'on est toujours en attente que le dossier, que le juge d'instruction ait le dossier entre ses mains. Donc oui, c'est très difficile en ce moment. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un point important qui est l'analyse des 800 heures de vidéosurveillance sur la journée du dimanche 29, donc la journée où Tiphaine a disparu. On sait que les autorités japonaises ont un petit peu de mal à dissocier les faciès français, les faciès européens, les faciès blancs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Ce qu'on aimerait, c'est que les policiers français puissent les regarder. C'est d'accord. Parce que comme vous l'avez souligné, pour eux, tous les Européens se ressemblent. Donc effectivement, c'est important que la police française puisse les analyser. Parce que pour l'instant, on sait que les vidéos n'ont pas été transmises à la police française, donc plus précisément. Puis même, ça se trouve, il y a des angles morts. Enfin, on a besoin de savoir quel est le maillage des caméras. En fait, plus il y aurait d'informations données à la France, plus nous, on y aura accès en tant que partie civile. Est-ce que vous avez, à un moment donné, envisagé l'hypothèse que Tiphaine ait voulu disparaître volontairement? On l'a envisagé parce qu'il faut tout envisager, comme on a envisagé le suicide. Mais en fait, pour tout le monde, c'était évident que c'était pas ça. Pour plein de raisons. Pour la police elle-même, hein, la police a tout de suite écarté cette piste. La police française? La police française, la police japonaise aussi. D'accord. Parce qu'ils ont vu rapidement, parce que dans sa chambre d'hôtel, elle avait laissé son programme. Donc ils avaient bien compris que c'était la première étape de son voyage, Nico, et qu'elle avait déjà réservé tous ses hôtels. Et puis surtout, on avait un groupe familial où elle voulait partager son voyage avec nous. D'ailleurs, dès qu'elle est arrivée, elle nous envoyait ses vidéos, ses photos. Donc c'est évident que la disparition volontaire, oui. Tout le monde a pu l'écarter très rapidement. Sibylle, vous croyez à la thèse de l'enlèvement? C'est une possibilité? Oui, pour moi, c'est tout à fait possible que Tiphaine ait été enlevée, tout simplement parce que là, ça fait 6 mois qu'elle a disparu et on n'a pour l'instant retrouvé aucun objet dans la rivière ou dans la forêt environnante. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle a son sac à main sur elle, qu'elle a son téléphone, et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Oui, elle s'est volatilisée. C'est étonnant. En principe, dans un cas de disparition,
On finit toujours par retrouver quelque chose. Même les policiers japonais nous le disent, les policiers français, ça étonne tout le monde qu'il n'y ait rien. Et la thèse de l'enlèvement, c'est aussi une forme d'espoir aussi pour vous, oui. Parce qu'on sait que c'est déjà arrivé, des enlèvements, et puis quelqu'un qui réapparaît plusieurs mois, plusieurs années après. C'est vrai qu'on se dit... c'est sûr que c'est pas très joyeux comme perspective, mais pour moi, c'est la seule façon de penser que Tiffen est en vie, qu'elle ait été enlevée. Donc, rien ne laisse penser le contraire. Elle a pu être enlevée, et même si on a tendance à se dire que ça n'arrive qu'aux autres, en l'occurrence, c'est possible. Donc, pour moi, en fait, j'arrive pas à penser qu'elle est morte, en fait. Pour moi, elle est en vie, j'ai ce sentiment-là. Mais bon... Est-ce que vous vous sentez quelque part un peu démuni parce que vous êtes dépendant de la police japonaise, avec une culture japonaise aussi qui est évidemment très loin de notre culture, et donc avec des pratiques, on l'a vu et on l'a expliqué dans le reportage, qui sont différentes de celles qu'on pourrait imaginer ici en France. Comment vous le vivez, ça ? Je pense que la police japonaise a un peu les mêmes problématiques que la police française. C'est aussi une question de moyens. Sur chaque affaire, qu'est-ce qu'on peut mettre comme moyens ? Et c'est vrai que culturellement, peut-être qu'ils sont plus fatalistes que nous face aux disparitions. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils nous le disent. Si on doit retrouver un corps, les pêcheurs sont là. Il y a les chasseurs, les gens qui vont chercher les champignons dans la forêt. Oui, c'est-à-dire qu'ils comptent aussi sur le groupe pour résoudre une affaire. C'est pas la même chose. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a plus de 80 000 disparus au Japon par an. Donc effectivement, quand il y a des disparus, ils ne les cherchent pas. Oui. Et c'est exactement ce que montre le reportage quand ils font des recherches. C'est que on voit les gens sur le terrain mettre beaucoup de bonne volonté, mais ils ne savent pas faire. Vous prévoyez d'y retourner, ou vous vous sentez un peu démuni, vous pensez que vous avez déjà cherché un petit peu dans toutes les directions et que maintenant vous êtes un peu contraint de faire confiance aux Le problème, c'est qu'il a énormément neigé à Nikko. Ouais. Donc plus que d'habitude, si j'ai cru comprendre ce que m'a dit l'interprète. Donc là, faire des recherches dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Et vous avez constitué une cagnotte. Je crois aussi que vous êtes aidé par la communauté française là-bas au Japon, parce qu'il faut bien le dire, vous êtes seul, il faut financer tout cela sur vos propres moyens. Hein. Et puis le Japon, c'est un pays qui coûte quand même très cher. Si on doit faire appel à un enquêteur privé, ça coûte très cher. Donc heureusement, en fait, d'abord nos proches et puis des anonymes aussi nous ont aidés au tout départ en France. Et là, depuis peu, donc Patrick Hochter et plein de membres de la communauté française au Japon sont organisés en comité et ils nous aident énormément. La communauté française est très très présente. Voilà. Ils nous aident énormément. Le but, c'est aussi de faire parler de Tiffen au Japon. Donc les Japonais sont plutôt au courant de ce qui s'est passé, mais il faut continuer de parler de Tiffen. Et eux, ils activent leur réseau français, japonais, étrangers. Et surtout, les gens de Nikko, les Japonais, nous aident énormément. Vraiment, les Japonais ont été très touchés de la disparition de Tiffen. Donc maintenant, on a de nombreux contacts et les gens viennent nous accueillir quand on arrive, nous offrent des cadeaux, l'hébergement. Donc les Japonais sont vraiment formidables. Sans eux aussi, ça serait très très dur. Merci infiniment, en tous les cas, Sybille et Damien, d'être venus nous voir et d'avoir accepté de témoigner. Alors, vous nous l'avez dit, vous ne croyez pas en la disparition volontaire de Tiffen. Mais chaque année, c'est pourtant un phénomène bien connu en France. Un certain nombre d'adultes décident de tourner le dos à leur passé, même lorsqu'il y a une famille. C'est parfois les dettes qui les poussent à changer de vie. C'est parfois tout simplement le poids de la vie qu'ils mènent. Ils veulent reconstruire une nouvelle vie ailleurs. Regardez ce reportage et cette enquête signée Isabelle Saboureau, Émilie Gouveia-Vermelot et Olivier Broutin. Au volant de leur corbillard, c'était une journée de travail comme les autres. C'était le matin que vous faites l'enterrement ou l'après-midi? Je ne sais plus. Oh non, c'était l'après-midi, je crois. Non, je crois pas. Je pense que c'était le matin. Ouais. Sur cette route de Normandie, ce matin d'avril, les deux agents des pompes funèbres font une étrange rencontre. Il était là, dans les virages. Dans ce virage-là. Ouais, on l'a croisé à peu près à la limite du 3e poteau, là. C'est un visage familier, le fleuriste de leur commune. L'homme est à pied, seul, sur le bord de la route. Il marchait tranquillement, la tête basse, avec son sac à dos. On ne s'est pas arrêté, ça nous a tous étonnés de le voir comme ça sur le bord de la route. Je dis, tiens, on va faire une balade à pied, moi. Mais ça nous a paru bizarre, parce que nous, comme il nous connaît, il aurait pu nous faire un petit coucou, mais il ne regardait pas du tout le véhicule. Hein. Sur le moment, il ne s'inquiète pas plus que ça.
Mais de retour en ville, ils apprennent que le fleuriste est recherché depuis 24 heures. Pour les gendarmes, ce sont les derniers témoins à l'avoir vu. Le chien, il a perdu la trace ici. Ce 20 avril 2015, en pleine journée, Jean-Philippe Loger s'est volatilisé. S'il avait voulu se suicider, pourquoi prendre la route et faire 22 km à pied Donc, bon, après, je pense qu'il est parti en stop. Moi, c'est le fond de ma pensée. Quatre ans plus tard, on n'en sait pas plus. Dans cette petite ville de Normandie, personne ne comprend pourquoi l'enfant du pays, le fleuriste de Vimoutier, a brutalement disparu à 46 ans. C'était le projet de sa vie. Avec sa femme, il avait acheté cette grande bâtisse du centre-ville. La boutique au rez-de-chaussée, le logement juste au-dessus pour profiter de leurs 2 enfants. Sur les marchés le matin, au magasin l'après-midi, il enchaîne les journées sans compter ses heures. Des années de labeur. Seule ombre, le couple finit par se séparer. Le soir de sa disparition, c'est son ex-femme qui donne l'alerte. Comme toutes les semaines, elle s'apprête à lui déposer sa fille. Là, ce sont quelques petites choses que j'ai gardées, j'ai pas pu m'en défaire. Quelques vêtements. Mais à 20h, la maison est vide. Quelques détails vont l'inquiéter tout particulièrement. Son ancien mari a laissé sur place son porte-carte, la photo de sa fille et même ses cartes de crédit et sa carte vitale. Tout ce qui, logiquement, peut servir au quotidien. Il n'a rien emmené, rien. Absolument rien. On avait l'impression que c'était... qui s'est volatilisé. Comme si il a été enlevé, ou... Enfin voilà, c'est particulier par rapport à ça, parce que... En général, quand on part, on emmène des choses. On a tout laissé, tout. Son téléphone, tout est là. Sa montre qui quittait jamais. Pourquoi vous avez voulu garder tous ces objets? C'est quand même symbolique. Et puis, pour l'instant, je les ai mis de côté. Mais si jamais les enfants veulent les garder ou quoi que ce soit, je trouve ça normal de... On n'efface pas, quoi. Même si peut-être que lui a voulu effacer quelque chose. Nous, pour l'instant, non, on ne peut pas. Ses espoirs de retrouver son ex-mari reposent alors sur les enquêteurs. Au palais de justice d'Argentan, le procureur ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Il lance une trentaine d'investigations. Comptes bancaires, appels téléphoniques, vidéos de surveillance des gares, des supermarchés, les hôpitaux, toutes les pistes sont explorées. Il n'y a pas d'éléments permettant de penser que M. Loger était en train d'être enlevé ou d'être malmené, d'être victime d'agressions physiques ou sur le point de mourir. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'a pas été victime ? Parce que j'ai pas d'éléments tangibles au dossier, tout simplement. Un désordre chez lui, une scène de violence, le mobilier renversé, des objets dérobés, des traces de sang ou la découverte d'un corps. Et tout ça, je ne l'ai pas. Dans le dossier, effectivement, pas de scène de crime. Au contraire. Les photos prises par les gendarmes montrent la voiture du disparu, bien garée devant chez lui. À l'intérieur, rien ne traîne sur la table. La maison est impeccablement rangée. Tout est à sa place, comme la caisse de la boutique, apparemment intacte. Après 8 mois d'investigation, fin de l'enquête. Le procureur conclut à une disparition volontaire. L'affaire Jean-Philippe Loger est classée sans suite.
T'es où? 30 jours aujourd'hui, sans nouvelles de toi. Tu reviens, tonton, tu nous manques. À part sa famille, aujourd'hui, plus personne ne cherche Jean-Philippe Loger. Majeur, il avait parfaitement le droit de disparaître. C'est la loi. Capu a mis cette photo dans sa chambre, elle dort avec tes habits, ça fait 32 jours. Plus d'enquête, il ne leur reste que les réseaux sociaux. Christian avait 14 ans quand son père a disparu. Il s'est démené pour tenter de le retrouver. On a tout essayé. Des messages d'amour, des photos, des coups de gueule pour lui dire de revenir, que c'était grave, des messages de soutien. Voilà, toujours l'humour, comeback. Ma grand-mère. On ne sait pas si il a vu tout ça. En guise de réponse, un silence total. 4 ans plus tard, Christian a réussi son bac. Il se sent assez fort aujourd'hui pour vivre sans père. La colère a laissé place à la résignation. Quand un proche qui vous aime, que vous voyez tous les jours, disparaît sans donner aucune explication, pour moi c'est une forme de trahison. Mais si un jour j'ai à le revoir, je serai super content. Et je voudrais vraiment rattraper ces années de perdu avec lui. Lui montrer, voilà, ton fils a eu son diplôme, il a eu des copines, il a été jeune, il a fait des bêtises aussi, mais comme tout jeune, tout ça, voilà, j'aurais aimé qu'il me voie grandir. Mais je me dis que si un jour je peux le revoir, je le prendrai dans mes bras et je lui raconterai tout ça. Pourquoi Jean-Philippe Loger aurait-il abandonné sa famille? Son ex-femme a peut-être une explication. Bien rangée dans un tiroir, elle a découvert des relevés de compte négatifs, des factures impayées, des lettres de relance, des impôts, 150 000 € de dettes. Jean-Philippe Loger était un homme pris à la gorge. J'ai vu l'ampleur du désastre, mais après coup. Je pense que par fierté, il s'est enfoncé pour coûte que coûte continuer, mais qui s'est enfoncé plutôt que de se relever. Et c'est dommage parce qu'on aurait tous été là, moi, l'entourage, la famille, les amis. Il n'a pas demandé de l'aide? Non. Pas du tout. Marie Loger a dû rembourser la moitié de ses dettes, 75 000 €. Il y a eu des moments très très difficiles qu'il a fallu surmonter, oui. J'ai eu une saisie sur salaire aussi pendant un moment pour certaines dettes. C'est dur moralement aussi. Parce qu'on dit, mais combien de temps ça va durer, jusqu'où? Et est-ce qu'il y a d'autres loups quelque part? Parce qu'à des moments, on se demande s'il n'y a pas d'autres choses qu'on n'a pas vues ou qu'on ne sait pas. Comme Jean-Philippe Loger, il serait près de 5 000 chaque année à s'évaporer dans la nature. Au bout du monde, ou parfois à quelques kilomètres de chez eux. Ils prennent le large quand les difficultés paraissent insurmontables et le quotidien trop lourd à porter. Un acte désespéré qui se décide parfois en quelques secondes. Betty Batoul a tout quitté un dimanche d'avril, en 2011, sur un coup de tête. Après une dispute avec son mari, au lieu de le rejoindre au restaurant, elle monte dans le premier train. Betty, en plein burn-out, est en train de craquer. Ça tournait dans ma tête. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire? Comment je vais gérer ça? À l'époque, elle ne dort que 4 heures par nuit. Cadre supérieur dans l'industrie. Écrivain à succès, présidente d'association et mère de 4 garçons, elle a sans doute vu trop grand. J'avais une vie de dingue. J'ai voulu être là pour ma famille, j'ai voulu être là pour mon mari, j'ai voulu être là pour répondre à toutes les demandes de librairie, j'ai voulu être là pour les jeunes, j'allais dans les écoles, j'étais partout. À un moment donné, ça a pété. Et là, j'ai dit, mais il n'y a rien à faire, il faut un miracle.
Et du moment où j'ai prononcé le mot miracle, j'ai dit je vais aller à Lourdes. Sa quête, presque mystique, la conduit d'abord à Paris. Betty erre des heures dans la capitale, avant d'atterrir dans un petit hôtel près de la gare Montparnasse, vers 3 heures du matin. À sa famille, elle n'a laissé qu'une lettre écrite sur un coin de table. Je n'y arrive plus. Je voudrais faire plus, mais je n'ai plus la force, pardon, de vous faire tant de mal. Betty, maman. Quand il découvre le mot, son mari ne mesure pas tout de suite la gravité de la situation. Il y avait un ressenti général d'un ras-le-bol complet. Le burn-out ne me vient pas à l'idée. Mais très vite, il cède à la panique. Je me fais un film. Hein. Je me fais un film. Une disparition et pourquoi pas un suicide. Avec l'un de ses fils, il va même jusqu'à explorer les berges de la rivière près de chez eux. Il imagine sa femme au fond de l'eau. Mais Betty est à Lourdes. Elle attend son miracle. Elle passe ses journées à méditer au pied de la basilique. Au bout de 2 jours, elle se décide enfin à appeler son mari. J'entends le son de sa voix sur le coup de 10 heures du matin en me disant Pascal, t'es à la maison. Elle comprend pas que je sois à la maison à 10 heures du mat au lieu d'être au boulot. Et je lui dis Betty, je te cherche partout. Je sais pas où tu te trouves. Et puis là, il me dit, Betty, c'est toi, où est-ce que tu es? Dis-moi où tu es, je viens te chercher. Je dis, écoute, je vais trouver une solution, mais je suis pas encore prête. T'inquiète pas, ça va aller, mais t'inquiète pas. Je voulais surtout le rassurer, lui dire que j'étais vivante. Et elle raccroche. Vous ne vouliez pas lui dire où vous étiez? Ah non, je voulais pas lui dire où j'étais. Pourquoi? Non, parce qu'il voulait venir me chercher, donc il fallait pas que je lui dise où j'étais. Vous vouliez pas le voir? C'est pas que je voulais pas le voir, c'est que j'avais pas encore trouvé la solution. C'est incroyable comment le cerveau, à un moment donné, il peut se mettre en mode c'est ça ou rien. Et moi, c'était je trouverai une solution. Et quand j'aurai trouvé la solution, je rentrerai. En réalité, Betty est en train de se perdre. Sous un soleil de plomb, elle ne s'alimente plus, ne boit plus. Et c'est à l'hôpital, au bout de 5 jours, que son mari vient la récupérer. 7 ans après, Betty réalise à quel point sa fugue était une folie. Je suis venue ici parce que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, mais c'était complètement déraisonnable. Ma raison m'avait quittée, j'étais uniquement dans l'émotionnel, et quand on est uniquement dans l'émotionnel, eh bien, on peut faire des bêtises, on peut faire de grosses bêtises. Et il y a des personnes, à mon avis, qui partent et qui ne reviennent jamais. Aujourd'hui, la famille Batoul a retrouvé les joies du quotidien. Un bon petit poulet aux légumes et aux pommes de terre préparé par votre cher papounet. Fini la vie de cadre surmenée. Betty se consacre à ses enfants et à son association. Mais pour son mari, la blessure est encore vivace. Vous voyez, ça fait des années, ça fait 7 ans, et ça laisse des traces, ouais, malgré tout. Ouais. Je crois que tout le monde a été marqué quand même. Mais il faut pardonner. Il n'y a rien à faire, il faut pardonner. Et elle le sait qu'on lui a pardonné. Quand la disparition reste un mystère, difficile de tourner la page. 4 ans plus tard, toujours aucun signe du fleuriste de Vimoutier. Ses enfants, son ex-femme, vivent dans l'attente permanente. Au final, quand le temps passe, on se dit peut-être que là, maintenant, ça a assez duré, donc maintenant, il va revenir. Mais peut-être que ce sera que dans 1 an ou dans 2 ans, on va le laisser faire, on verra bien. Toi, Capucine, tu te dis quoi, en fait, par rapport à ton papa aujourd'hui? Je me dis que après, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Tu lui en veux? T'es un petit peu en colère? Parfois oui, parfois non. Tu y penses beaucoup?
Jean-Philippe Loger est-il encore vivant? A-t-il refait sa vie, loin des siens? Seule certitude, le 20 avril 2025, 10 ans jour pour jour après sa disparition, le fleuriste de Vimoutiers sera officiellement déclaré mort par l'administration. Monsieur Bernard Valézy, bonsoir. Vous êtes commissaire divisionnaire et aussi vice-président de l'association d'assistance et de recherche des personnes disparues. C'est à ce titre qu'on vous a fait venir. On a envie de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui disparaît. Pourquoi disparaît-on? Problèmes financiers, problèmes familiaux, mais est-ce que vous avez d'autres exemples que vous avez pu rencontrer, vous, à travers votre carrière? Alors, on a de multiples exemples que j'ai pu rencontrer, surtout au niveau de l'association. Oui. J'ai en mémoire d'un jeune homme qui vivait avec sa grand-mère, je crois, et qui était apprenti boulanger. Un jour, ce jeune homme quitte, comme il le fait chaque jour, l'environnement familial, ne revient pas le soir. On n'a strictement aucune nouvelle. Il part sans ses papiers, sans carte bleue, sans rien. Après une enquête et des vérifications faites par les bénévoles de l'association, nous retrouverons 6 mois après ce jeune qui est parti dans le sud de la France et qui a voulu rompre. Il n'a pas osé le dire à son environnement familial et il a trouvé que c'était le seul moyen d'arrêter, de demander son compte à son employeur et de partir sans ne plus prendre aucun contact. Bon, il a dit, vous pouvez dire à ma famille que je suis en bonne santé, que je suis dans le sud de la France, mais le jour où j'aurai envie de reprendre contact avec eux, je le ferai, mais pour l'instant, je ne veux pas donner mes coordonnées. Est-ce que ça, c'est l'aspect le plus fréquent? Quelqu'un qui veut bâtir une nouvelle vie loin de son environnement premier? Alors, c'est effectivement une des causes des disparitions volontaires. Alors la cause, ça peut être la rupture familiale, ça peut être aussi des difficultés financières ou autres, des dettes. Mais on a souvent ce procédé de rupture immédiate parce que les personnes n'ont rien osé dire et préfèrent couper les ponts directement. Est-ce que c'est fréquent? Alors c'est très fréquent, il faut savoir... Je pense que vous le rappellerez que le nombre des disparitions d'adultes en France est de l'ordre de 18 000, ce qui est un phénomène très important. Ce qui fait environ 45 par jour, entre 40 et 50 par jour. Entre 40 et 50 par jour. Et ce sont les chiffres qui sont communiqués par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que ce sont des chiffres qui concernent des disparitions qui ont été considérées comme inquiétantes. Au-delà de ces chiffres, on a les disparitions ordinaires qui n'ont pas un caractère inquiétant et qui peuvent aussi correspondre à des départs volontaires. Donc c'est un chiffre qui est très important, mais quel que soit le caractère inquiétant ou non, la situation des familles qui sont confrontées à ce phénomène est toujours le même. C'est une angoisse et l'impression d'être complètement abandonné des pouvoirs publics dans un moment qu'on ne prépare pas. Vous dites qu'il est urgent d'organiser des assises nationales. Pourquoi ? Alors, il faut savoir qu'en France, le phénomène disparition n'est pas, à notre avis, de l'association des parents de disparus, n'est pas suffisamment pris en compte. Et donc, aujourd'hui, il faut mettre tous les experts autour d'une table et réfléchir pour savoir comment on peut améliorer ces dispositifs. Et vous parlez notamment d'un fichier des disparus et non un fichier des personnes recherchées. C'est différent. Pourquoi ? Il faut mieux comprendre, mieux mesurer le phénomène disparition en France qui englobe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois les disparitions inquiétantes et non inquiétantes. Et c'est grâce à une analyse plus fine qu'on arrivera à évoluer dans ce domaine-là et éventuellement à faire des recoupements opérationnels, puisque certaines fois, et on l'a vu nous-mêmes, on a des surconcentrations de disparitions sur un temps donné ou sur un périmètre donné, et là, ça peut être un élément intéressant pour des services d'enquête lorsqu'il y a, par exemple, des tueurs en série. Et vous souhaitez également, là c'est assez inattendu, un statut du disparu volontaire majeur, c'est ça ? Alors ça, c'est une demande qui émane d'autres associations comme la nôtre, de familles. Il y a certes la liberté d'aller et venir en France. Les familles disent qu'il y a en face le droit à savoir. Des personnes qui partent volontairement, qui veulent une rupture avec leur famille, peuvent très bien admettre le fait de signaler ces faits, sans bien sûr donner le lieu où elles se trouveraient. Et là,
on aurait des économies très importantes vis-à-vis des enquêtes qui sont enclenchées, puisque là, on saurait que monsieur Untel a disparu volontairement pour couper avec sa famille. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu des modifications dans les lois récemment et qu'aujourd'hui, finalement, les disparus volontaires, on ne les comptabilise pas vraiment. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que finalement, on a le droit de disparaître ? Il y a un droit à disparaître quelque part. Alors effectivement, il y a le droit à disparaître, mais surtout, on a ces deux catégories de disparus, le disparu inquiétant et le disparu non inquiétant, les non inquiétants n'étant absolument plus pris en compte statistiquement au niveau de première enquête par les pouvoirs publics. Merci infiniment Bernard Valézy d'être venu nous voir. Alors lorsque l'on parle de disparition, on ne pense pas forcément aux disparus d'Alzheimer. Et pourtant, et vous en savez quelque chose, la police a inscrit 6787 majeurs au fichier des personnes recherchées qui sont, je cite, en état dépressif, atteints de troubles mentaux ou de la maladie d'Alzheimer. Et vous allez voir que c'est une problématique toute nouvelle pour la société parce que, évidemment, ce sont des personnes qui sont fragilisées, désorientées et donc qui ont leur propre logique, qui ne correspond évidemment pas à celle des enquêteurs. C'est ce que l'on va voir dans ce reportage tout à fait passionnant, signé Sébastien Lafargue, François Gagnant, Jérémy Eloi et Xavier Gaillard. Tout le monde est assez écarté. C'est bon, on se met là. On monte. C'est parti. En ligne, méthodiquement, il ratisse les champs, les sous-bois. Il fouille la campagne dans les moindres recoins. À quoi est-ce que vous êtes attentif? Dans les rigoles, hein, dans les fossés, on regarde s'il pourrait pas être allongé dedans, quoi. Kevin est à la recherche de son grand-père. Le vieil homme, âgé de 76 ans, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Voilà près d'une semaine qu'il a disparu. Ce jour-là, 200 personnes sont engagées dans une immense battue pour retrouver Henri, figure incontournable du village de Rimou, en Bretagne. Dimanche 11 novembre dernier, en fin d'après-midi, la femme d'Henri s'absente une dizaine de minutes à peine. Seul, la mémoire déficiente, le retraité aurait-il brusquement été pris de panique. Selon l'enquête des gendarmes, c'est le moment où il quitte sa maison en plein cœur du bourg, en chaussons, un coussin sous le bras. Il emprunte la route principale et à la sortie du village, il s'enfonce dans ce chemin isolé. Le coussin est retrouvé en lisière de bois, sa casquette au beau milieu de ce champ. Et 300 mètres plus loin, l'un des chaussons est découvert, accroché dans une haie. La piste d'Henri se perd brutalement ici. Pendant 5 jours, les gendarmes inspectent minutieusement la zone. L'homme reste introuvable. Les recherches sont suspendues. Sa famille, elle, poursuit les fouilles sans relâche, en élargissant chaque jour le périmètre. Mais avec les troubles d'Alzheimer dont souffre Henri, la tâche se révèle compliquée. Nous, on raisonne assez logiquement, mais lui, il n'a pas de logique. Le problème, c'est que s'il tourne en rond, s'il tourne, on croit qu'il est là, il est peut-être là-bas, c'est le problème, c'est ça. Désorienté, fragilisé par la maladie, Henri aurait-il eu la force de parcourir des kilomètres? Est-il tout simplement encore en vie? Ouais, on va pas te le voir encore. Ouais. Son accent, donc ça fait. Son maintenant, je sais plus où aller. Ouais. Je sais plus où aller. C'est vrai, hein? Ouais. Alors, je sais plus où aller. La nuit tombe, la battue s'achève et toujours aucune trace d'Henri. Au 6e jour de recherche, 50 km² de campagne ont déjà été fouillés. La grève. On a essayé de travailler sur Rimou, Saint-Rémy, Marcilly, Bazouges. Je vois aucun résultat. Ouais, on est déçus. Hein. Je pense que tout le monde est déçu aussi. Hein. Comme ça.
Des cas comme celui d'Henri, la presse régionale en relate toutes les semaines. Des histoires qui font rarement la une. Au mieux, un entrefilet à la rubrique des faits divers. Pourtant, chaque année, des dizaines de personnes souffrant d'Alzheimer prennent la clé des champs et se perdent sur les traces d'un passé qu'elles imaginent encore bien présent. Quand Jacques Mourier rend visite à sa mère en maison de retraite, c'est dans ce que l'on appelle une unité protégée. Ici, toutes les portes et fenêtres sont verrouillées. Impossible de s'échapper. Voilà, ma maman. Germaine a 96 ans. C'est une multirécidiviste. Content de te voir? Bon appétit. Hein? Te laisse pas abattre. Hein? Non, certainement pas. Elle a tenté de s'échapper des dizaines de fois de son ancienne maison de retraite. Tu sais qui je suis? Oui. Je suis qui? Monsieur Jacques Mourier. Bravo, alors là, elle m'épate. Alors là, c'est la première fois. Ben, formidable. À un stade avancé d'Alzheimer, la nonagénaire perd ses repères dans le temps et dans l'espace. Des troubles qui l'ont déjà conduit à se mettre en danger. Lors d'une de ses escapades, elle a disparu pendant 3 jours et 4 nuits. Germaine Mourier est une miraculée. C'est formidable quand même que, après toutes ces aventures, là voilà. Tu n'as plus aucun souvenir de ce qui t'est arrivé à la maison de Sainte-Livrade? Non. Aucun souvenir pour la vieille dame. Mais ici, dans le Lot-et-Garonne, l'histoire de Germaine Mourier, la reine de la Belle, a marqué les esprits. Au bord du Lot, la commune de Sainte-Livrade et sa maison de retraite. Il y a 2 ans, Germaine y est placée lorsque la maladie ne lui permet plus d'être autonome. Perdue dans ce nouvel environnement, Germaine veut rentrer chez elle et tente à plusieurs reprises de fausser compagnie aux infirmières. On l'équipe donc de ce dispositif de sécurité. Voilà, vous voyez inscrit fugue bâtiment C, alarme. Dès que vous franchissez la porte, le résident muni de ce bracelet, ça sonne sur tous les portables internes de la maison. Mais il y a une faille dans le système. Le 1er juin 2017, Germaine parvient à sortir de l'établissement sans déclencher l'alarme. Elle emprunte une issue réservée au personnel. Sandrine Dabzac et son équipe s'en apercevront trop tard. Madame Mourier, avec certitude, a mangé à cette table à 19h. 19h45, fin du repas. La spécialiste de l'évasion prend la direction de sa chambre. C'est le dernier moment où elle sera vue. Il est 20h15 quand la soignante qui s'occupe de cet étage rentre dans la chambre. Et là, pas de Madame Mourier. Elle n'est pas dans sa chambre, ni dans son lit, ni dans la salle de bain, ni dans les placards. Branle-bas de combat. La maison de retraite est fouillée de fond en comble. Toutes les pièces sont inspectées. Le local ménage, même s'il est fermé à clé. Tous les recoins sont contrôlés, car les malades d'Alzheimer peuvent se perdre dans les endroits les plus insolites. Local poubelle. Congélateur. Vous avez fouillé ici? Oui, on a regardé partout. À 20h45, il faut se rendre à l'évidence. Germaine Mourier a disparu. Averti, son fils se rend sur place et participe aux recherches. Jacques Mourier le sait, les troubles de sa mère la rendent particulièrement vulnérable. Il craint le pire pour elle. Et au fond de moi, c'était l'angoisse. Va-t-on la retrouver? Dans quelles conditions va-t-on la retrouver? Comment va-t-elle être? Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps passait, l'espoir s'amenuisait, même si au fond de moi, je l'ai toujours gardé. Plongeurs, battus, hélicoptères, pendant 4 jours, la gendarmerie déploie les grands moyens.
Mais l'épilogue de cette histoire va se jouer à 800 mètres à peine de la maison de retraite, dans cette villa, à l'époque en rénovation. Ce lundi de Pentecôte 2017, jour férié, ce couple de propriétaires n'avait pas prévu de visiter le chantier. Mais un ami passe par hasard, il décide de lui montrer l'avancée des travaux. Alors dès que je m'approche là, bon bien sûr, il était en travaux, je vois un chausson au bout. À peu près par là, hein. Grosso modo par là. Alors quand j'avais vu le chausson de là-bas, bien sûr, après j'avance un peu et tout de suite je vois la mamie là, par terre, il y a le bac à douche. Je lui dis, Madame, est-ce que ça va? Et c'est à ce moment-là qu'elle me regarde et elle me dit, oui, ça va. Germaine Mourier, 94 ans alors, est vivante. Elle a probablement passé 4 jours et 3 nuits sur ce sol en terre battue, sans manger ni boire. Et bonjour. Les sauveurs de ma maman. Merci. Comment allez-vous? Moi, bien. Bien. Et vous? Ça va. Ça va. Merci. Bien sûr, entre le couple et Jacques Mourier, une relation particulière s'est nouée. Ce qui me marquera toujours, c'est votre regard. Quand vous êtes arrivé, c'était... Vous m'avez pris dans vos bras, on avait... Voilà, c'est une émotion tellement forte, vous savez. Vous restez 4 jours, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ah, mais un flot d'adrénaline, mais ça vous emporte. Et voilà. Après son escapade, Germaine est hospitalisée. Mais à son retour à la maison de retraite, elle tente à nouveau de s'échapper. Jacques se résout enfin à la placer dans une unité fermée. Alors comment éviter ces fugues, ces errances dangereuses pour les malades d'Alzheimer? Toujours dans le Lot-et-Garonne, dans cette autre maison de retraite, on tente une expérience mise au point par des chercheurs italiens. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Adam? Monsieur Adam a 80 ans. Et là, vous essayez d'ouvrir la porte? Ben oui, mais... Et lui aussi aime prendre l'air. Vous voudriez sortir par là? Ah oui. Très angoissé, il éprouve régulièrement le besoin d'aller à l'extérieur, comme ce jour-là, devant notre caméra. Une fois, mais on ne connaissait pas, lui. Monsieur Adam? Oui. On va prendre le train? Si vous pouvez, oui. Ça vous ferait plaisir? Ben moi, ils m'ont Le pas- voyage proposé par le personnel soignant ne sera pas très long Monsieur Adam. et ne le mènera pas très loin. Regardez, donnez-moi votre main. Regardez, on y va tous les deux. Vous voulez bien me suivre? Ah. Au bout du couloir, On rentre? une fausse gare. Vous avez jamais été à la gare? Allez, on va voir si vous vous reconnaissez. Et un faux train. Et là? Ah, vous voulez aller directement? Un décor à l'évidence, mais pour le passager Alzheimer, l'illusion est parfaite. Vous voyez, regardez. Ils ont dû casser les... Ah, Vous voyez? c'est un peu en travaux. Oui, c'est ça que j'ai... Exactement. Le paysage défile, et certains souvenirs anciens aussi. Le trajet permet au patient de naviguer dans sa mémoire et de retrouver ainsi un peu d'apaisement. Il y avait un petit garçon, vous l'avez vu? Oui, oui, mais j'ai cru ça. L'arrêt est long, hein, il y a du monde, je pense. On a entendu les enfants à Ah, côté. oui, pardon. Allez, venez avec moi, on va finir notre verre à côté quand même. C'est pas La parce qu'on thérapie sort du voyage, c'est donc l'évasion, tout en restant sur place. Vous vous retrouvez? Monsieur Adam prend le train depuis quelques semaines seulement, mais son comportement évoluerait déjà. Le fait de vouloir partir, c'est quotidiennement. C'est du matin, quand il est réveillé, pré-habillé, jusqu'au coucher du soir. Donc effectivement, c'est un monsieur qui vit en hébergement. C'est plus tous les jours quand même, depuis les séances quand même. Plus Ça s'espace un peu. Voilà, ça s'espace un petit peu. On peut se dire qu'effectivement, la thérapie lui a permis d'arriver, de canaliser ses angoisses. Canaliser les angoisses, une tâche bien plus difficile quand les sujets Alzheimer vivent encore chez eux, parfois livrés à eux-mêmes. En Belgique, comme en France, des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer disparaissent régulièrement. Mais ici,
on a trouvé une solution originale pour les retrouver le plus rapidement possible. Ça va? Ça va et toi? Ben ça va. Tu veux une petite tasse? Allez, oui. En cas de disparition inquiétante, direction le frigo, où au milieu des conserves et des yaourts, une précieuse boîte a été disposée. Dans la boîte, il y a un petit folder qui reprend les renseignements qui vont concerner maman, donc avec une photo. Des renseignements basiques, mais pas seulement. Frédéric Hurion a aussi indiqué des lieux précis où sa mère est susceptible de se rendre. Le syndrome d'Alzheimer, il va faire en sorte qu'on va mettre tous les lieux connus dans lesquels elle peut se promener parce qu'ils vont toujours aller vers des endroits qu'ils connaissent. On va avoir ici Tir-le-Mont, où elle est née, elle a vécu jusqu'à la fin de son enfance. Ensuite, elle est partie sur Bruxelles, elle habite à Oudergem avec sa maman. Elle habitait à Molenbeek avec mon papa. Et donc c'est pour ça que ces lieux-là, finalement, seraient les lieux qui sont tellement ancrés dans sa mémoire qu'elle va avoir tendance à rechercher ces endroits-là. Tous ces renseignements sont destinés aux enquêteurs, comme David Rimaud, de la cellule disparition de la police belge. C'est lui qui a eu l'idée du frigo. Un endroit insolite, mais rapide à localiser dans n'importe quel foyer. De telle manière à ce qu'on puisse avoir directement accès à cette fiche. Ce jour-là, il présente son dispositif à des aides à domicile. Objectif, les convaincre qu'une simple boîte peut permettre d'éviter le pire. Sans cette boîte, le policier qui rentre au domicile d'une personne disparue, il prend son carnet, il prend son stylo et il pose toute une série de questions à la personne qui l'a appelé. Et ces questions peuvent prendre parfois 1 heure, 2 heures avant qu'on ait toute l'information utile. En allant directement dans le frigo, on va passer cette étape et on aura directement en disposition toute l'information qu'on a pour rechercher la personne. Et c'est important de gagner 1 heure, 2 heures? Dans la situation de risque dans laquelle les personnes âgées peuvent se retrouver, 1 heure de gagner, ça peut être une vie de sauvée. Grâce à son protocole, le commissaire Rimaud affirme avoir divisé par 2 le nombre de décès chez les personnes égarées et présentant des troubles de type Alzheimer. En Bretagne, dès le début de leur enquête sur la disparition d'Henri, les gendarmes étaient sur la bonne piste. Mais dans les premières heures de son errance, le vieil homme a chuté dans ce cours d'eau. La rivière a rendu son corps 3 semaines après sa disparition. Henri a été retrouvé à la sortie du village, à 500 mètres à peine de son domicile. Béatrice Guret, bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, La tête qui tourne et la parole qui s'en va, aux éditions Robert Laffont. C'est un livre dans lequel vous racontez la maladie, puisque vos 2 parents ont été atteints de la maladie d'Alzheimer. Avec vous, on va essayer de mieux comprendre comment fonctionne cette maladie et le phénomène des fugues, puisque l'un de vos 2 parents a voulu fuguer, a fugué. Qu'est-ce qui fait que l'un a voulu fuguer et pas l'autre? Je pense que ma mère, puisque c'est d'elle dont il s'agissait, c'est elle qui fuguait. Avait un besoin de liberté très intense. Elle a vécu donc toute sa vie. Mes parents ont été mariés plus de 50 années. Comme on vivait dans les années 60, de façon un peu soumise, entre guillemets. Et que ce besoin de liberté s'est exprimé d'une façon permanente. Je pense aussi qu'il y a une façon de se retrouver ailleurs, car un ailleurs quel qu'il soit, tous les repères disparaissent. Les repères spatiaux, les repères temporels. Vous vous mettez à confondre le jour avec la nuit. Vous ne savez plus où vous êtes. Et vous vous dites, au fond, peut-être qu'ailleurs, ce sera mieux, que les mots vont revenir à leur place, que le monde va à nouveau s'organiser d'une manière logique et compréhensible. Alors, je disais tout à l'heure que c'est une forme de disparition inconsciente. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce qu'on sait si, dans cette disparition, il y a une forme d'inconscience, ou est-ce qu'ils ont conscience qu'ils fuient quelque chose?
C'est très difficile de répondre à cette question. Non. On ne sait pas ça, mais en tout cas, dès que mon père a été mis dans un EHPAD avec ma mère, parce qu'on était obligé de les mettre dans un établissement, il se mettait perpétuellement en danger quand il restait seul. Lui-même, à ce moment-là, s'est senti enfermé, s'est senti en prison. D'accord. C'est-à-dire que lorsque nous sortions de l'EHPAD, mon père disait « Ah, on sort de la prison ». Donc, dans son imaginaire, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et vous-même, vous le ressentez, parce que les fenêtres ne s'ouvrent plus entièrement, tout l'univers se rétrécit d'une façon... Quelque chose d'oppressant. Épouvantable, c'est très oppressant. Même pour vous qui n'êtes pas malade, Ouais. vous sentez bien à quel point vous avez envie de sortir, vous aussi. Et donc, pourquoi pas eux? Parce que la maladie les enferme d'une certaine façon. Ce qu'on voit dans le reportage, c'est qu'il y a cette nécessité de retrouver des lieux qui nous sont familiers, qui leur sont familiers en l'occurrence. Est-ce qu'on sait là aussi comment ça fonctionne? Pourquoi on a ce besoin? Pourquoi les malades d'Alzheimer ont ce besoin de retourner dans un lieu qui leur est familier? Parce que je pense que la perte de repères est quelque chose de très angoissant pour eux. D'ailleurs, le stress et l'angoisse aggravent la maladie. Il faut à tout prix éviter de se retrouver dans des situations qui vous mettent mal à l'aise. Et donc, tout ce D'où qui ces histoires de train aussi, peut-être pour se sentir un peu plus... tout ce qui peut ressembler à un cadre connu, à un repère, ou qui satisfait le besoin d'évasion. D'ailleurs, vous voyez, quand vous dites évasion, vous pensez prison. Ouais. Ce sont des mots forts. Oui. L'esprit vous enferme entièrement. Et je pense que c'est ça qui est très difficile à vivre. Vous, donc vos deux parents ont été atteints de la maladie d'Alzheimer, mais sous des formes différentes. Qu'est-ce qui les différenciait dans la maladie? Alors, ma mère a eu la chance, si j'ose dire, a toujours la chance, d'être, comme Jacques Chirac, anosognosique. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte de sa maladie. Donc du coup, elle dit un peu des choses fantaisistes, enfin qui n'ont pas forcément de sens pour nous, qui sont parfois très drôles. Elle confond les personnages, elle confond les temps, les lieux. Mais ça ne la rend pas malheureuse. Elle vous parle de son quotidien, elle vous dit par exemple aujourd'hui j'ai du travail ou je suis occupée. Oui, je travaille, ah, tu peux venir, oui, je ne travaille pas, je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Et donc, lorsque vous ne mesurez pas ce qui vous arrive, au fond, c'est beaucoup moins pénible. D'accord. Et pour vous et pour les autres? Et pour vous, et pour le malade, je pense, et pour ses proches, bien entendu. Et dans le cas de votre papa, c'était donc différent? C'était très différent. D'abord, ils n'ont pas du tout le même caractère. Il est décédé. Il est décédé en février 2016. Vous savez, Héraclite disait « Le caractère de l'homme est son destin ». Et ça a été très vrai pour mes parents. Ma mère est restée quelqu'un de très gai, de très facile à vivre. Et elle a facilité, au fond, même si son être social avait disparu, son être profond est resté. Et donc, il y a toujours une communication avec ma mère, alors que mon père s'est enfermé lui-même. Il souffrait d'être enfermé dans un établissement, mais il s'est enfermé en lui-même. Il ne parlait plus, et je crois qu'il s'est laissé mourir, en fait, mon père. Je lisais qu'en 2020, un quart des plus de 65 ans sera touché par la maladie d'Alzheimer. Ce qui veut dire que ce phénomène de fuite, de fugue, je ne sais pas très bien comment il faut l'appeler, mais fera partie de notre quotidien. Je pense que les deux termes conviennent, fuite et fugue, parce que c'est la fuite d'une situation d'une certaine façon. Et je pense qu'il faudra aider ces malades à s'échapper, quelle que soit la façon dont on le fera, c'est-à-dire soit les emmener en promenade, ça demande du personnel, donc c'est un problème économique aussi, ou même naturellement. ces expériences avec ce train. Ou bien, voilà, faire sur place, faire l'évasion sur place. C'est ça. C'est-à-dire le train, ou même aux États-Unis, on a reconstitué des décors des années 60 ou des années 50 pour des malades aujourd'hui âgés de 80 ou 90 ans. Et ils sont rassérénés de voir un décor qui ressemble à celui de leur jeunesse. Merci infiniment, Béatrice Guret, d'être venue nous voir et de nous avoir fait partager votre expérience. Merci à vous. C'est la fin de ce complément d'enquête. À la rédaction en chef de l'émission, je remercie Thomas Auro.
Clément Castex et Samuel Humez. Caroline Durand m'a aidé à concevoir et élaborer ces entretiens. Merci également à Philippe Lallemand, le réalisateur de cette émission. Merci à toute son équipe. Et puis on salue l'arrivée d'une nouvelle téléspectatrice, une jeune Adèle Couder. Elle sera ravie, j'en suis sûr, de voir les prochains reportages de son papa journaliste à l'émission, Guillaume. Et puis merci également à la mairie de Paris de nous avoir accueillis ici. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée aux riches, aux impôts et à la crispation française autour de la richesse. Excellente fin de soirée à tous. À bientôt, au revoir, merci.